19h45 à la télévision Labari, monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 2 juin 2020. Session d'information que nous débutons avec ces communiqués de presse. Depuis le 3 mai 2018, le ministre des Finances a décidé de mettre le SFDA sous SA sous administration provisoire suite au risque majeur de défaillance relevé par une mission de vérification de la commission bancaire. À la date d'aujourd'hui, après 25 mois d'administration provisoire, la société a vu sa situation s'est dégradée de façon vertigineuse. Le personnel végète dans une misère indestructible avec des arriérés de salaire atteignant pour certains jusqu'à 9 mois. Aussi, il est à noter que la situation financière de Asusu SA touche une bonne partie de la population nigérienne qui jusque-là espère le redressement. Cette clientèle a fait preuve de confiance et de patience à l'égard de cette institution. La société est en train de mourir à petit feu sans que ne soient saisies les opportunités qui s'offrent à elle. Après plusieurs démarches restées vaines, les délégués du personnel prennent en témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences sociales et économiques désastreuses qu'entraîne la disparition de Asusu SA qui représente plus de 50% de part de marché du secteur de la microfinance au Niger. Ils en appellent au sens de responsabilité du plus haute autorité de ces pays, afin qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Les délais ont signé les délégués du personnel Aboubakar Saleh Nassirou, Madame Lawali Maman Foussam, Sedou Lawali, Soumana Hassumi Souley, Hamadou Abdulrazak, Garanche Zaberou et Ayouba Amadou. L'incompréhension et la colère est dans la population qui n'arrive pas à comprendre le vote de la loi portant interception des communications par voie électronique qui a été porté par le ministre de la Justice, Marou Amadou. D'autres précisions avec Ali Sissé Ibrahim. Le Niger est un grand pays. Malheureusement, plus on avance, plus on découvre des individus ayant perdu le sens du patriotisme et de l'intérêt général qui le tire vers le bas. Tout le monde peut être député ou ministre, mais n'importe qui ne doit pas avoir accès à l'exercice de ces hautes fonctions de l'État. Et cette conjoncture est vérifiable lorsque des députés acquis à la cause des tenants du pouvoir ont oublié d'utiliser leur sagesse, le bon sens et leur intelligence en votant la loi portant interception des communications par voie électronique que leur a apporté le ministre de la Justice, Marou Amadou. À ce niveau, le Nigérien mentalement et intellectuellement en bonne santé découvre l'absurde amplifié par un mépris total du peuple. Jugez-en vous-même à travers les propos tenus par le ministre de la Justice devant des élus du peuple. Vous craignez d'être écouté, eh bien vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore. C'est maintenant que ça va être organisé. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. La loi portant interception des communications par voie électronique est totalement incongrue. Les Nigériens auraient été heureux et approbateurs de voir le ministre Marou Amadou apporter aux députés une loi qui durcit à l'extrême les sanctions contre les voleurs de deniers publics et cela consécutivement au scandaleux détournement qui a été découvert au ministère de la Défense. À quelques mois des futures élections dans notre pays, les Nigériens doivent se poser la question suivante. Quel genre de personnes mérite d'être président, député ou ministre? Nul n'est au-dessus de la loi et à l'occurrence, l'article 29 de notre Constitution est clair dans ce qu'il protège les citoyens relativement à leur communication privée. Pour l'heure, les regards sont tournés vers les juges constitutionnels qui, on l'espère, à la faveur d'une éventuelle saisine, sauront faire honneur à l'esprit de la Constitution dont ils sont les gardiens. Interception de certaines communications. Parlons-en toujours. Le ministre de la Justice, Marou Amadou, a réaffirmé que cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. À ce sujet, nous avons interrogé quelques citoyens. Voici ce qu'ils pensent. Étant donné que la communication, il y a toujours la confidentialité, je crois qu'on doit avoir en fait la liberté d'échange. Donc ce qui implique entre autres que personne ne pouvait en tout cas
nous ne pouvons, si maintenant nous décidons entre moi et mon camarade d'échanger et que nous ne voulons pas du tout à ce que quelqu'un d'autre écoute nos échanges, donc du coup on peut du tout en tout cas interpeller la personne, mais pourquoi voudrait-il écouter notre conversation sachant qu'elle est secrète? Déjà c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est pour écouter s'il y a des malfaiteurs qui vont faire des choses, ou bien c'est pour essayer, en fait c'est entre autres contrôler en fait les communiqués. Si vous n'êtes pas avec le gouvernement, alors c'est qui implique que vous serez une cible primordiale. Si vraiment c'est de contrôler la population pour qu'il n'y ait pas de désordre dans cette société, pour qu'à travers nos échanges, qu'on puisse comprendre qui est vraiment les malfaiteurs ou qui n'est pas. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Mais en dehors de ça, on pouvait dire que c'est vraiment quelque chose, hein, il y a quelque chose qui cloche quelque part. En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas d'accord parce qu'il n'y a pas la liberté privée. Par rapport à l'interception des appels, je pense que c'est quelque chose qui émane de la mauvaise foi du gouvernement. C'est pour avoir une même mise sur tout ce qui se passe dans les pays afin peut-être de truquer les élections, si on peut le dire, afin de pouvoir contrôler les opposants et de contrôler aussi certaines communications qui sont de nature défavorable pour eux, si on peut le dire. En tout cas, je ne trouve pas ça normal, pas du tout normal, parce qu'il y a certaines communications qui sont intimes, qui sont personnelles et qui ne doivent pas être à la portée de tout le monde. Il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi-même. Mais aujourd'hui, avec cette décision impopulaire, il y a vraiment beaucoup de secrets qui sont en danger. Donc je trouve ça vraiment inopportun, ce n'est pas bon du tout pour nos citoyens. Si aujourd'hui un gouvernement décide de contrôler, n'est-ce pas, les échanges du peuple à travers la communication, les appels, je crois qu'il faut encore penser à la vie privée de ces gens-là. Si aujourd'hui le ministre prend comme prétexte que les appels sont toujours contrôlés, c'est aujourd'hui qu'on cherche à les réglementer, je crois qu'il faut encore viser la vie du peuple, de la population. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, la question d'avis de la population. J'accepte à ce qu'on intercepte ma communication. Là, je devais faire tout pour contrôler ce que je vais avancer en termes de propos, n'est-ce pas, et en termes de communication avec les autres. Mais si aujourd'hui on essaie d'imposer, n'est-ce pas, une certaine loi, je crois que ça serait difficile de se comprendre avec le peuple qu'on est en train de gouverner. Ça serait vraiment une situation autre qu'on le pense. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et pouvoir consulter davantage la population par rapport à la promulgation de cette loi au niveau de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans le sens d'amener une sérénité sociale. Et si aujourd'hui, au contraire, au lieu d'amener cette sérénité, on provoque une tension, je crois que c'est des choses qui ne vont pas avancer notre pays. Une guerre médiatique est lancée entre le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, et le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, accusé d'émission dans les affaires administratives par le Saman, qui a maintenu sa position dans le communiqué de presse du 1er juin. Un communiqué auquel le ministre de la Justice a réagi à travers un communiqué de presse en date du 2 juin. Hassan Saleh Mustafa. Répondant au deuxième communiqué de presse du syndicat autonome des magistrats du Niger du 1er juin 2020, le ministère de la Justice tient à rappeler au Saman qu'il n'a nullement besoin de revenir sur les réponses pertinentes qu'il a apportées suite à sa déclaration de presse en date du 26 mai 2020, dans laquelle le syndicat évoquait pêle-mêle la violation de l'article 6 de la loi sur le tribunal de commerce, la violation des règles de préséance, le non-respect des attributions du conseiller rapporteur du CSM, la transformation du CSM en organe de sanction déguisé, le dépouillement des juridictions existantes au profit de celles non encore installées, la question des frais de transport en cas d'affectation et l'émission de la chancellerie dans les affaires judiciaires. Sur tous ces points, le ministère réitère qu'il ne fait aucune appréciation subjective de ces questions et ne se livre à aucune appréciation sélective de la loi pour fonder ses décisions.
Il n'est pas non plus dans ces querelles de clocher qui consistent en des prises de position partisanes et estime que dans le cadre de ses attributions n'a pas de leçon à recevoir du syndicat s'agissant de la lecture ou de la compréhension des textes applicables aux différents cas évoqués. Ainsi, dans ce deuxième communiqué, le ministre de la Justice a jugé utile de répondre au SAMAN aux 2 points évoqués dans son communiqué du 1er juin 2020 qui sont le point relatif au recrutement de 2 agents du ministère de la Justice par voie de concours pour suivre la formation de l'école de la magistrature de Bordeaux en France. Et le deuxième, c'est sur la question de la nomination du nouveau secrétaire général adjoint du ministère. S'agissant du premier point, le ministre de la Justice a indiqué que le SAMAN doit savoir que le concours en question est une initiative de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux qui a lancé l'appel à candidature pour le recrutement de 2 auditeurs de justice dans le cadre de la coopération entre le Niger et la France. L'appel à candidature, faut-il le rappeler, précise que pour y postuler, il fallait être un agent de l'État. Le ministère de la Justice a procédé à une large diffusion de cet avis à l'issue de laquelle l'FJN a reçu 4 dossiers de candidature. Ces dossiers ont été transmis à l'ambassade de France au Niger. Suite à cette transmission, l'ambassade en relation avec l'École nationale de la magistrature a organisé un téléconcours et a rendu public les résultats que le SAMAN connaît. Il ne peut pas, par conséquent, être reproché au ministère aucune responsabilité dans la sélection des candidatures, l'organisation du concours et l'admission des candidats. Si le syndicat estime avoir d'autres arguments sur la régularité de ce concours, il lui est loisible de se rapprocher à l'ambassade de France au Niger. Le deuxième point, c'est sur la question de la nomination du nouveau secrétaire général adjoint du ministère de la Justice. Ici, le ministère de la Justice relève que les nominations aux hautes fonctions de l'État sont des prérogatives propres au président de la République et du gouvernement. Un pouvoir discrétionnaire que le SAMAN ne saurait leur disputer. À cet égard, il y a lieu de souligner, s'agissant du cas spécifique du nouveau secrétaire général adjoint, que c'est le ministre de la Justice qui est habilité à en prendre l'initiative et à faire les propositions qui conviennent au regard des orientations de la politique sectorielle du ministère. Que sur ce point, toujours, c'est bien l'actuel ministre qui a réformé l'organisation du ministère pour créer ce poste de secrétaire général adjoint et ce ne fut point à la demande du SAMAN. De plus, le choix du profil du récipiendaire appartient également à l'autorité de nomination. En l'espèce, le nouveau secrétaire général adjoint dispose de toutes les qualités requises pour assumer cette responsabilité au regard de ses compétences en matière de planification et de programmation budgétaire. Le management du ministère de la Justice ne repose pas exclusivement sur les connaissances purement juridiques ou judiciaires. En conclusion, le ministère de la Justice invite le syndicat à faire son propre examen de conscience en faisant la part des choses entre l'administration de la justice, dont le ministre de la Justice est le chef, et la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, ce qui est sa mission première et dont il se préoccupe manifestement très peu. En guise d'avertissement, l'Union des scolaires nigériens USN a lancé un mot d'ordre de grève de 24 heures ce jour 2 juin 2020. Ceci pour dénoncer les mesures prises dans certains établissements scolaires publics dans le cadre de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Ismaël Mouni. 24 heures après la réouverture des établissements scolaires après 2 mois d'arrêt de cours dû au coronavirus, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN revient à la charge à travers un mot d'ordre de grève de 24 heures. Cette suspension de toutes les activités académiques pour la journée du mardi 2 juillet s'explique pour diverses raisons. Hier, lundi, et vous avez fait ce constat avec nous, que dans beaucoup, sinon dans la majorité des établissements, c'était en réalité à la limite une pagaille et non une reprise d'activité académique. Si vous avez des élèves sans classe ou des élèves sans enseignants, on ne peut pas parler de reprise. Voilà pourquoi l'USN s'est démarqué et s'est désolidarisé
de ce mouvement allant de l'essence de faire croire aux Nigériens qu'il y a eu une reprise des activités académiques digne de ce nom. Nous sommes conscients du fait que les 45 jours aujourd'hui répartis pour achever le programme sont insuffisants. Le gouvernement avait promis de payer les allocations des deuxième trimestre de tous les élèves avant la rentrée du 1er juin, avant la reprise, ce qui n'a pas été fait. À l'heure où je vous parle, en tout cas, il n'y a aucun élève qui a réussi ces allocations du deuxième trimestre. En dehors de ça, il y a la bourse du premier trimestre. Nous ne sommes pas en train de revendiquer la bourse du deuxième trimestre. C'est la bourse d'octobre, novembre, décembre 2019 qui n'est pas encore payée dans toutes les universités de l'intérieur du pays et pour les étudiants qui sont à l'extérieur. Donc voilà les questions que nous avons dit, qui sont des questions simples et où aujourd'hui tous les Nigériens doivent être informés par rapport à ça. Ce mot d'ordre est en guise d'avertissement à l'endroit du gouvernement. Il n'y a pas de cours parce qu'il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de cours parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Nous avons fait ce mot d'avertissement pour partager avec l'opinion nationale et internationale la situation dans laquelle aujourd'hui végète le Nigérien après cette reprise. En dehors même des amphithéâtres, les classes, même au niveau des collèges et lycées, vous avez des classes ici à Niamey où il y a 108 élèves. Une classe qui fait 4 mètres carrés, où on trouve 108 élèves qui peut parler de distanciation. Hier à la reprise, nous avons des tables de 4 élèves par table, 3 élèves par table. Ce n'est pas possible la distanciation de notre pays. Nos infrastructures ne les permettent pas. Et à tous les niveaux, ce n'est pas seulement au collège. Même si c'est tous les Niger qui sera utilisé, si on met un mètre entre les camarades, ça ne va pas suffire. Donc c'est vraiment des illusions. C'est vraiment un show qui a été vendu comme ça à l'opinion nationale. L'Union des scolaires nigériens USN ne compte pas faiblir face à ces revendications dans l'intérêt de leurs militants et militantes. Raison pour laquelle ils invitent les autorités à satisfaire leurs revendications. Remise officielle ce matin d'un important lot de kits de lavage de mains, savon, bavettes et smartphones aux femmes de l'association Mata Masoudoubara dans la lutte contre la Covid-19 pour un coût total de 107 987 287 francs CFA. Un don offert par l'ONG CARE Niger Burkina. Asma Osedou, Chebougisso. Cette cérémonie traduit l'engagement de CARE Burkina Niger de soutenir la frange vulnérable, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. C'est dans cette lancée et pour renforcer les capacités des femmes dans la lutte contre la Covid-19 que l'ONG CARE Burkina Niger a offert ce don en kit de lavage des mains, bavettes et autres matériels de communication d'un montant global de 107 987 287 francs CFA aux femmes de l'association Mata Masoudoubara. C'est pour soutenir le combat contre cette maladie que CARE, fidèle à sa logique d'intervention, s'investit à faire montre d'un surcroît d'engagement pour pérenniser les acquis obtenus dans la lutte contre la pandémie. Depuis le début de la pandémie, au Niger, les structures MMD, groupements, réseaux et fédérations, dans la zone d'intervention du programme, à savoir Niamey, Tilaberi, Kawa, Maradi et Zender, se sont vus limités dans leur déplacement, dans leur mobilisation pour les activités d'épargne et pour la conduite des activités collectives. Notre contribution du programme MMD de CARE, opérée directement entre mon organisation et ses partenaires de mise en œuvre, se poursuit dans les 5 régions de mise en œuvre pour un coût total de 107 985 287 francs CFA. Ce montant a permis ensuite de mettre à disposition 1350 kits de lavage de mains d'une valeur de 10 millions, 732 cartons de savon pour un montant de 4 802 225 francs CFA, 451 téléphones Android pour un montant de 24 millions 40 600 francs CFA, 40 000 bavettes pour un montant de 18 500 000 francs CFA, des crédits de communication pour animer les groupes WhatsApp à hauteur de 5 530 000 francs CFA. Par ailleurs, les fonds ont permis la réalisation des spots et émissions radio par les femmes leaders pour un montant de 15 656 000 francs CFA, ainsi que l'appui à des ONG partenaires pour le suivi des activités sur le terrain pour un montant de 28 743 000 francs CFA. L'accompagnement des femmes MMD dans la lutte contre le Covid-19 leur permet de maintenir la constance dans les acquis observés et de poursuivre les actions de veille au-delà de la durée de la pandémie. La ministre de la Population se réjouit de cette initiative de CARE Burkina Niger à l'intention des femmes MMD Mata Masoudoubara. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom
des femmes Mata Massoudou Bara MMD des 5 régions d'intervention de CARE que sont Niamey, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender pour vous adresser ma reconnaissance et mes remerciements pour cet important appui qui entre dans le cadre de mesures préventives de lutte contre le Covid-19 au Niger. Ce geste va certainement contribuer à sensibiliser des milliers de femmes appartenant au mouvement Mata Massoudou Bara MMD sur les mesures de prévention édictées par le gouvernement. Ainsi, à travers cet appui à l'endroit de cette couche de la population, vous venez de montrer votre engagement à œuvrer aux côtés des autorités nigériennes à lutter contre cette pandémie. Ainsi, ce geste de CARE Burkina Niger vient appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Le 25 mai 2020 dernier, un agent de police a tué par asphyxie un Afro-Américain à Minneapolis, aux États-Unis. Un acte raciste qui a provoqué des vives réactions avec des manifestations dans plusieurs villes américaines, dont Washington. Le président a fait une annonce martiale pour déployer les militaires pour affronter les manifestants. Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. La première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, s'est couillée par un soulèvement populaire. En cause, la mort à Minneapolis d'un Afro-Américain, George Floyd, 46 ans, à la suite d'une pression exercée sur son cou par un agent de la police pendant environ 9 minutes. La mort de George a donc provoqué un sentiment d'indignation et de désolation un peu partout à travers le monde. Une véritable exécution extrajudiciaire en direct et en public. Quelque chose qu'on ne peut pas penser ni imaginer en 21e siècle. Réagir face à cette horreur, à cette cruauté, n'est plus ni moins qu'un droit à l'ingérence morale. Autant des pays interviennent pour un oui ou pour un non pour dire droit à l'ingérence humanitaire, s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé à Minneapolis n'est qu'un droit, exercer son droit d'ingérence morale, parce que du point de vue moral, c'est purement et simplement inacceptable. Les Afro-Américains viennent de nous. Tout le monde sait qu'ils viennent tous de l'Afrique, des différents pays d'Afrique au moment où il y avait l'esclavage. Nous savons tous à travers l'histoire que ces hommes, ces femmes, c'est eux qui ont construit l'Amérique pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'ils méritent l'égalité, l'équité, qu'on les traite au même titre que les Blancs. La situation se généralise. Le virus des manifestants a atteint plusieurs États d'Amérique, dont Washington. Une situation qui a amené le président Donald Trump d'annoncer le déploiement des milliers de militaires à Washington et demande également au gouverneur de dominer les rues pour faire face aux manifestants. Une mauvaise option, estime Idi Ango Omar. Le président Trump risque de faire une grosse erreur parce que l'histoire va nous démontrer, s'il prend le risque de prendre une telle décision, eh bien, il va embraser totalement l'Amérique. Et comme vous avez le constaté, ce n'est pas seulement les Afro-Américains qui réagissent, qui protestent, y compris toutes les autres communautés. Toutes les communautés américaines se sont solidarisées pour dire non à ce qui s'est passé. De la même manière qu'on a combattu l'apartheid, de la même manière que le défunt Mandela a combattu l'apartheid, soutenu par les pays africains, par tous ceux qui étaient épris de justice et de paix, je pense qu'une mobilisation s'impose pour que, également, autour de cette question, il y ait une pression. Par respect pour la fonction, je ne peux pas tenir un certain nombre de propos vis-à-vis de Trump, mais j'avoue que nous en avons vu déjà. Et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris des propos qu'il tient pour dire qu'il va faire intervenir l'armée, mais je pense qu'il n'ira pas jusqu'à cet extrême. Parce que cette extrémité va certainement entraîner ce que nous n'aurons jamais vu aux États-Unis, c'est-à-dire un basculement. La preuve, c'est qu'en 160 ans d'existence,
personne n'a vu des manifestations aux abords ou à l'intérieur de la cour de la Maison-Blanche. Malgré tout ce qui s'est passé aux États-Unis, on n'a jamais vu des manifestants essayer de franchir les frontières de la Maison-Blanche. Et ça s'est passé pour la première fois. George Floyd a été tué à la suite d'une interpellation. 2 autopsies ont conclu à un homicide. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden se rendra à Philadelphie pour se prononcer sur ce trouble. À New York, les autorités ont annoncé un couvre-feu qui commence à partir de 20h. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'interview que l'ancien ministre de l'Intérieur, Idi Ango Omar, a accordé à la télévision Labari sur les manifestations anti-racistes aux États-Unis. Le racisme, parlons toujours. Encore une fois de plus, cette pratique aux États-Unis, à nouveau par des policiers qui asphyxient un Afro-Américain, ce qui a suscité la réaction de ces quelques citoyens nigériens. C'est déplorable quand même au XXIe siècle de voir des ségrégations raciales. Et les Martin Luther King ont été victimes. Ils ont dénoncé, beaucoup d'Afro-Américains ont dénoncé ce genre de pratiques, et nous sommes sidérés de voir qu'aujourd'hui, des décennies après, les mêmes choses se répètent. C'est vraiment un sentiment de désolation qui m'anime aujourd'hui de constater au XXIe siècle ce genre de situation passée, particulièrement si vous prenez aux États-Unis, considérée comme la mère de la démocratie sur le plan mondial. Et l'attitude du président Donald Trump vraiment n'est pas de nature à apaiser la tension. Que ça soit très clair. Aujourd'hui, tous les continents africains, j'ai dit tous le continent africain, chaque pays doit sortir de son carcan pour dire non. Et je vais lancer un appel à l'endroit de la jeunesse qui, chaque fois, même dans les chansons et consorts, leur rêve c'est d'être aux États-Unis. Leur rêve c'est d'être à l'Occident. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout continent peut être un Eldorado. Revenons en Afrique, travaillons l'Afrique pour que, au lieu que ce soit nous qui rêvons d'aller à l'Amérique, d'aller aux États-Unis, d'aller en Suisse, en Russie ou bien je ne sais pas quel autre pays, que ce soit que c'est les Américains et les Occidentaux qui cherchent à venir ici parce que nous avons tout. Nous avons l'or, nous avons l'uranium et d'ailleurs l'histoire a démontré que ces Occidentaux ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Donc pourquoi ne pas revenir, travailler notre propre conscience pour que nous puissions être à leur place et qu'ils puissent nous chercher. Moi par rapport à cette situation, je suis animé par un sentiment de tristesse, un sentiment de colère, parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui traitent les Africains de tous les noms d'oiseaux, à savoir les États-Unis, qui pensent qu'ils sont l'Eldorado de la démocratie, qu'on puisse aujourd'hui voir comment on appelle ça, un officier de police asphyxier un être humain, juste tout simplement parce qu'il est noir et qu'un président se lève et se prononce en disant que lui, il va prendre ses responsabilités pour contrecarrer toute réaction. On doit faire une action collective. Tous les jeunes, tous les panafricanistes, que vous soyez panafricaniste, que vous soyez marxiste, que vous soyez tout ce que vous voulez, aujourd'hui, les Noirs sont en train d'être marginalisés et tout le monde a le devoir, je dis bien tout le monde a le devoir devant les hommes et devant surtout l'histoire, de se prononcer, de dire niet, de prendre la route s'il le faut pour qu'on puisse vraiment faire constater notre mécontentement. Mais il faut que cela s'arrête, il faut que cette hémorragie sans fin s'arrête. Je pense que la situation du racisme aux États-Unis est vraiment un événement bouleversant, un événement qui doit toucher tous les Africains, en dehors même des Africains, toute l'humanité, parce qu'effectivement, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les Africains sont en train d'être considérés comme étant les plus sauvages. Je vous donne la lecture de cette brève avant la partie magazine. Les acteurs de la société civile nigérienne, Munkela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekal Zodi et Moudi Moussa,
du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 114e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Oualam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Des manifestations dans plusieurs villes américaines pour protester contre la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, à Minneapolis par un agent de police qui l'avait asphyxié. L'ancien ministre de l'Intérieur du Niger, Idi Ango Omar, a déploré l'acte. Vous l'avez compris, c'est la partie magazine. Très bonne réception à vous. Nous avons assisté à l'expression d'une cruauté, d'une horreur sans précédent, et en direct et en public, que nous a offert cet agent qui a arrêté M. Floyd, paix à son âme, sans aucune charge prouvée, juste un contrôle. Nous avons vu comment il l'a plaqué au sol, il l'a neutralisé avec son genou, et nous avons suivi pendant 9 minutes, dans le cadre de la transmission, cette forme d'appel en aide de M. Floyd. Et tout le monde sait, tous ceux qui font les arts martiaux ou les médecins, savent que l'endroit où il a mis son genou, au niveau du muscle du cou, c'est un endroit extrêmement sensible pour neutraliser tout adversaire. Et il a poursuivi sa poussée avec une intention manifeste de tuer M. Floyd, parce que pendant 9 minutes, nous l'avons entendu parler, nous l'avons entendu crier, nous l'avons entendu dire l'état vital de son organisme. Nous l'avons entendu dire qu'il ne pouvait plus respirer. Nous l'avons vu s'éteindre avec l'urine qui se dégageait. Et malgré tout, il a continué à exercer la pression pendant 2 minutes. C'est ce que nous pouvons dire, une véritable exécution extrajudiciaire en direct et en public. Quelque chose qu'on ne peut pas penser ni imaginer en 21e siècle. On se croirait vraiment dans le Far West il y a 2 siècles, où il n'y a ni loi ni foi, et où on pouvait disposer de la vie d'un individu comme on le voulait. Et je pense que réagir face à cette horreur, à cette cruauté, n'est plus ni moins qu'un droit à l'ingérence morale. Autant des pays interviennent pour un oui ou pour un non pour dire droit à l'ingérence humanitaire, s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé à Minneapolis n'est qu'un droit, exercer son droit d'ingérence morale, parce que du point de vue moral, c'est purement et simplement inacceptable. Les Afro-Américains viennent de nous. Tout le monde sait qu'ils viennent tous de l'Afrique, des différents pays d'Afrique, au moment où il y avait l'esclavage. Nous savons tous, à travers l'histoire, que ces hommes, ces femmes, c'est eux qui ont construit l'Amérique pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'ils méritent l'égalité, l'équité, qu'on les traite au même titre que les Blancs. Nos propos ne vont pas dans le sens d'attiser la haine, ni, disons, impulser le communautarisme, mais c'est pour combattre l'idéologie raciste. Ceux qui ont comme mode de pensée raciste, on le voit très bien qu'il est encore ancré et enraciné dans l'Amérique profonde. Et il y a lieu aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé à Minneapolis, que l'ensemble de la communauté universelle se mobilise pour dénoncer cet acte, pour exiger et demander aux autorités américaines
de faire en sorte que justice soit faite avec la plus grande rigueur. C'est notre devoir en tant que simple citoyen africain. C'est le devoir de nos dirigeants de réagir. Certes, un pas a été fait avec les anciens chefs d'État qui ont réagi à Cotonou, je crois hier, pour dénoncer ce qui s'est passé. Mais ils n'ont plus eu la marge de manœuvre qu'ils avaient quand ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, c'est nos leaders, nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement qui doivent réagir. Non pas dans la violence, mais pacifiquement. Ou en demandant à l'UIA de réagir à travers une réunion extraordinaire des ministres de la Justice de l'UIA pour qu'ils se retrouvent et fassent un communiqué, ou à travers un sommet extraordinaire que peuvent convoquer donc, les chefs d'État, ou également demander à ce qu'à l'avenir, dans l'ensemble des pays africains, qu'à chaque forum, à chaque atelier, à chaque rencontre qui se fait, eh bien, qu'une résolution ou un communiqué soit fait par rapport à la situation raciale aux États-Unis. Au-delà du fait que cette communauté afro-américaine, elle vient de nous, il faut le dire également aujourd'hui, combien parmi nous, rien qu'au Niger, de Nigériens qui sont partis récemment, des jeunes qui croient aux rêves américains et qui sont là-bas, dont on sait que ça peut leur arriver. Moi, j'ai des neveux qui sont là-bas, il y en a qui ont leurs propres enfants là-bas, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dans des états d'arrestation, et je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de les protéger en réagissant et en demandant à nos leaders, à nos responsables politiques, à ceux qui nous dirigent actuellement, de vraiment créer les conditions. Et moi, je peux aller jusqu'au-delà, parce que notre représentation non permanente aux Nations Unies est une occasion pour l'Afrique, pour le Niger, de pouvoir exprimer sa désapprobation par rapport à ce qui s'est passé, d'interpeller ceux qui doivent être interpellés, et pour que, en tout cas, justice soit faite par rapport à George Floyd. Je pense que la réaction que nous constatons, la dégénérescence que nous constatons, c'est une réaction tout à fait naturelle, légitime, par rapport au choc que cela a suscité au sein de la communauté américaine. Pour la première fois, il y a à peu près 150 villes américaines qui ont réagi à travers des manifestations. C'était des manifestations pacifiques d'ailleurs. Il y a eu des débordements avec des casses ou des trucs comme ça, mais initialement, tous ceux qui ont organisé sur les 150 États cette manifestation, c'était des manifestations pacifiques. Et je pense que cette réaction est tout à fait légitime. Et moi, je pense, de mon point de vue, que le président Trump risque de faire une grosse erreur, parce que l'histoire va nous démontrer, s'il prend le risque de prendre une telle décision, eh bien, il va embraser totalement l'Amérique. Et comme vous avez le constaté, ce n'est pas seulement les Afro-Américains qui réagissent, qui protestent, y compris toutes les autres communautés, blanches, hispaniques, toutes les communautés américaines se sont solidarisées pour dire non à ce qui s'est passé. Et malheureusement, à l'époque, on pouvait assister à des assassinats de bandits, des assassinats ciblés, c'est-à-dire individuels, isolés, par rapport à quelqu'un du quartier qui pense qu'il doit abattre tel noir parce qu'il l'emmerde. Mais ça, par contre, c'est un agent de force de l'ordre qui représente la force publique, qui représente la loi, qui agit contrairement à tout ce qui lui a été appris dans l'approche, dans l'arrestation. Il a violé tout ça et il a accepté de le faire en public. Mais je pense que ce qui est réconfortant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, réagir par rapport à cet acte odieux, c'est un acte d'ingérence morale. Et ce qui nous réconforte, c'est que ces réactions vont au-delà des frontières américaines. Parce que nous avons vu, elle fait tache d'huile au Canada, en France, dans les autres pays. Et je suis certain que après l'intervention donc, des anciens chefs d'État qui ont réagi lors de leur forum à Cotonou, nous allons certainement
avoir l'espoir de voir également nos chefs d'État se réunir rapidement ou instruire les ministres des Affaires étrangères ou instruire les ministres de la Justice pour qu'ils se retrouvent et fassent également une déclaration pour dénoncer ce que nous avons assisté. Mais je lance un appel à la jeunesse, à la communauté nationale, pour qu'elle comprenne ça n'a rien à voir avec la culture du racisme. Nous n'encourageons pas le racisme, nous n'encourageons pas la haine, mais nous disons que ce que nous avons vu ne doit pas se faire. Et aujourd'hui, nous devons mettre des mécanismes de pression pour que, même à travers certains contrats, que nous exigeons justement que la situation ou l'état de la situation raciste aux États-Unis puisse être rapporté dans certains forums ou dans certaines rencontres pour que les gens sachent ou apprennent ou s'informent pour savoir qu'il y a une évolution positive par rapport à l'éradication de ce mode de pensée, de cette idéologie raciste. De la même manière qu'on a combattu l'apartheid, de la même manière que le défunt Mandela a combattu l'apartheid, soutenu par les pays africains, par tous ceux qui étaient épris de justice et de paix, je pense qu'une mobilisation s'impose pour que également, autour de cette question, il y ait une pression. Par respect pour la fonction, je ne peux pas tenir un certain nombre de propos vis-à-vis de Trump, mais j'avoue que nous en avons vu déjà par rapport à ça. Son retrait de l'OMS, des comportements, et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris des propos qu'il tient pour dire qu'il va faire intervenir l'armée, mais je pense qu'il n'ira pas jusqu'à cet extrême. Parce que cette extrémité va certainement entraîner ce que l'on n'aura jamais vu aux États-Unis, c'est-à-dire un basculement. La preuve, c'est qu'en 160 ans d'existence, personne n'a vu des manifestations aux abords ou à l'intérieur de la cour de la Maison-Blanche. Et il a été obligé d'être mis en abri, compte tenu de... C'est pour vous dire que pendant 160 ans, on n'a jamais vu, malgré tout ce qui s'est passé aux États-Unis, on n'a jamais vu des manifestants essayer de franchir les frontières de la Maison-Blanche. Et ça s'est passé pour la première fois. C'est pour vous dire que les peuples évoluent et qu'on ne peut plus se permettre de faire du n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance. Donc c'est le message que vous m'avez permis de transmettre. Et vraiment, nous sommes de cœur avec la famille de Floyd, et nous sommes de cœur avec les Afro-Américains. Nous sommes de cœur avec nos enfants, nos frères qui sont là-bas aux États-Unis. Et nous demandons également à la jeunesse de pousser des réflexions, parce que c'est eux qui vont diriger ce pays demain. Il faut qu'ils s'engagent vraiment vers des réflexions de comment cohabiter dans ce monde et comment faire en sorte que certaines tares puissent être éradiquées.